d'Alfred Hitchcock raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Pure courtoisie de Sonora Morrow. Lorsqu'on est, comme moi, chef de la police dans une petite ville, on a les coudées bien plus franches que les collègues des grandes cités. Bien sûr, on ne dispose ni de gros effectifs, ni de laboratoires sophistiqués. Mais à vrai dire, on n'en a pas besoin pour faire régner l'ordre. Qu'est-ce que je fais, moi, dans le courant de l'année, à part sermonner quelques voleurs de pommes? Je verbalise quelques excès de vitesse. De temps en temps, j'opère une descente sur l'alambic d'un fermier, et encore, seulement dans le cas où sa marchandise est vraiment exécrable. On ne trouve pas si facilement un bon whisky bien pur et bon marché. Et si nous savons tous, dans la police locale, que Lars Kittel distille de l'alcool sans autorisation, nous ne lui cherchons pas d'histoire. Il s'entoure de toutes les précautions d'hygiène et ne compte le litre que $3. Tout ce que je vous raconte là est un peu loin du sujet, mais je voulais surtout vous expliquer que Shitterdon, en Californie, est l'endroit rêvé pour y être chef de la police. Ou, du moins, l'était, jusqu'à il y a 2 mois. Nous fûmes tous très affectés lorsque mourut Eliza Shitterdon. L'aînée des 4 filles Shitterdon, dont le père avait fondé la ville, habitait avec ses sœurs sur la maison de la colline et avait fort bien vécu sur l'argent que leur avait laissé le vieux. La mine qu'il exploitait s'était épuisée 30 ans plus tôt, mais il avait fort sagement investi ses bénéfices. Depuis le décès de sa femme, qui était morte en donnant le jour à Kate, il avait dirigé la maisonnée d'une main de fer. Il vécut jusqu'à 92 ans sans donner le moindre signe de sénilité. Et aucun prétendant à la main de l'une ou l'autre de ses filles n'avait jamais trouvé grâce à ses yeux. « Ils en veulent tous à mon argent », avait-il coutume de dire. Eliza avait 62 ans, Jeannette 58, Sarah 55 et Kate 47. C'est, selon le diagnostic du docteur Kilton, une crise cardiaque qui avait emporté Eliza. On lui fit de très belles funérailles, à la suite desquelles je dus, comme il est naturel, leur faire une petite visite de politesse. Je connaissais de vue les filles Shitterdon, mais je ne les avais encore jamais rencontrées dans la vie courante. La maison victorienne était entourée de 10 arpents d'arbres, d'herbes et de massifs fleuris. Une grille en fer forgé entourait la propriété, mais aussi loin que remontaient mes souvenirs, le portail demeurait toujours ouvert. Les demoiselles Jeannette, Sarah et Kate, tout de noir vêtues, vinrent m'accueillir. Je fus invité à partager leur thé et leurs biscuits, et nous nous assîmes tous dans l'immense salle de séjour dominée par l'imposante cheminée. Nous étions en novembre, et bien qu'il ne fasse jamais vraiment froid en Californie, les bûches qui flambaient gaiement ne laissaient pas d'être agréables. Une femme de chambre et un maître d'hôtel entraient et sortaient sur la pointe des pieds, apportant des messages à Miss Janet et regarnissant le plateau à thé. Je ne savais plus trop quoi dire après avoir présenté mes condoléances, qui furent calmement agréées. Miss Kate, si je comprends bien, vous êtes la jardinière de la famille. Vos fleurs sont magnifiques. Un joli sourire parut sur son visage sans rides, couronné de souples cheveux bruns. Je vous remercie, chef. Avant de partir, vous me permettrez, je l'espère, de vous offrir un bouquet de mes plus belles fleurs d'automne. Je la remerciai et mordis à belles dents dans une superbe part de tarte aux pommes. Ah, cette tarte est délicieuse, d'une telle légèreté. C'est moi qui l'ai confectionnée, dit timidement Miss Sarah. C'est moi qui cuisine pour toute la maisonnée. J'adore cuisiner. Sarah ne paraissait pas ses 55 ans et devait, probablement cette jeunesse persistante, à une vie saine en l'absence de tout vice. Mais un peu de maquillage et les soins d'un coiffeur auraient pu considérablement améliorer son apparence.
En contemplant ces trois vieilles filles, je pensais qu'une soirée en ville leur ferait le plus grand bien. Miss Janet se leva. « C'est tellement gentil à vous d'être venu nous voir, chef. » C'était une discrète invitation à prendre congé, et je me demandais si la présence d'un vieux célibataire de 52 ans comme moi ne la rendait pas quelque peu nerveuse. Je me levai à mon tour. « Je vous remercie de votre amabilité. Vous le savez, je suis toujours à votre disposition. » Miss Kate me suivit jusque devant la maison, équipée d'un sécateur et d'un panier. « Je vais vous couper quelques fleurs. » 20 minutes plus tard, je quittais la propriété avec un plein panier de lauriers roses, de roses rouges et un petit hou en pot. De son côté, Miss Sarah s'était précipitée au dernier moment pour apporter son tribut. Elle m'offrait un pain pétri de ses mains, enveloppé dans une serviette à thé, ainsi qu'une demi-douzaine de tartelettes aux pommes qui transparaissaient sous le papier à beurre soigneusement plié. Miss Janet ne m'adressa même pas un signe de la main. Mais que voulez-vous? On ne peut pas plaire à tout le monde. Je pensais longtemps aux sœurs Shitterdon, à leur grande et belle demeure, à tout cet argent. Elle serait une proie facile pour des aventuriers, tant était grand leur désir d'une présence masculine. Je pensais néanmoins que Miss Janet saurait se montrer à la hauteur. Il y avait en elle assez d'esprit Shitterdon pour protéger ces deux cadettes. Je décidai de ne pas les perdre de vue moi-même et donnai l'ordre à mes subordonnés de me prévenir sitôt que de nouveaux venus feraient leur apparition en ville. Les vieilles filles riches, même lorsqu'elles habitent dans des petites villes éloignées de tout comme la nôtre, sont généralement découvertes par quelques voies détournées par les coureurs de dot et autres individus sans foi ni loi. Le jour où je viens rendre le panier à fleurs et la serviette à thé lessivée et repassée par ma logeuse, je trouve Miss Kate dans son jardin. « Chef !» s'écrie-t-elle, tandis que je remonte l'allée conduisant au perron. « Oh, comme je suis heureuse de vous voir! Venez donc admirer mes fleurs !» Elle prend mon panier, le dépose sur le sol, puis me conduit le long d'un mur de briques. « Regardez ces fleurs! Ne croirait-on pas des boules de neige ?» Je murmure un mot d'assentiment et continue d'admirer des massifs pleins de fleurs dont elle se fait une joie de m'apprendre les noms. Gaillarde, camomille géante, gloxinia, bouglose d'Italie, coque lourde, lychnis coronica, amaryllis formosissima. Nous finissons par nous asseoir sur un banc en ciment sous un grand poivrier. Miss Kate porte l'uniforme Shitterdon, une robe à manches longues, bleu marine, des bas et des souliers noirs. Néanmoins, elle n'est pas entièrement dépourvue de charme, bien que la vie retirée qu'elle a menée jusqu'à présent n'ait guère été de nature à développer en elle une personnalité bien marquée. Elle me regarde de ses grands yeux bleu clair. « Je voudrais vous demander un conseil, chef. » Mais je vous écoute, Miss Kate. Pensez-vous qu'à 47 ans, il soit trop tard pour voir le monde? Le véritable monde, s'entend. Il y a 30 ans, Père nous avait conduits à San Francisco et nous avions pris tant de plaisir à ce voyage. De la fenêtre de notre hôtel, je voyais les bateaux aller et venir et je me disais combien il serait merveilleux de monter à bord de l'un d'eux pour faire le tour du monde. Voyant ses yeux briller, je ne peux m'empêcher de sourire. Mademoiselle, vous disposez de l'argent et du temps nécessaires. Qui pourrait vous empêcher de satisfaire vos aspirations? Mais si vous décidez de partir, permettez-moi de vous mettre en garde contre les amitiés trop hâtives. L'argent attire les criminels de tout genre, comme l'aimant la limaille. Oh, mais je suis averti de ces dangers, chef. 2 rayons entiers de la bibliothèque de Père sont consacrés au meurtre, à l'escroquerie, aux actions frauduleuses, en un mot, tout ce qui concerne le crime sous toutes ses formes. Le vieux Shitterdon était plus avisé que je ne l'aurais cru. Dans ce cas, mademoiselle, je vous conseille de partir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Miss Kate me remercie d'un sourire. Venez, je vais vous conduire à la cuisine pour voir Sarah. C'est son jour de cuisson du pain et de pâtisserie. Ah,
Et Miss Janet? Elle est allée voir notre notaire et le pasteur. Elle ne sera pas de retour avant 1 heure environ. La cuisine fleure bon le pain au four, la viande et les oignons en ragoût. C'est une pièce immense, fort propre et remplie de soleil, avec des pots, des casseroles et divers ustensiles pendus dans tous les coins. Elle n'est pas très moderne. L'énorme cuisinière doit bien avoir 40 ans d'âge, mais on pourrait facilement y cuire un repas de 100 couverts. Miss Sarah, pratiquement enveloppée de la tête aux pieds dans un immense tablier, se tient devant une vaste table au centre de la pièce et roule des galettes de pâte. En m'apercevant, elle s'essuie les mains contre son tablier. « Ah, chef, comme je suis contente de vous voir. Venez donc prendre une tasse de café. » Nous nous asseyons tous les trois autour de la table et nous bavardons un moment. Je suis en train de leur raconter une histoire d'alambic que j'ai fait détruire lorsque retentit soudain une voix de stentor. « Mesdemoiselles, on ne reçoit pas de visiteurs dans la cuisine. » C'est Miss Janet, dont la silhouette apparaît sur le seuil. Sarah et Kate sont pleines de confusion. J'avais espéré inviter le chef à dîner ce soir, dit malgré tout Sarah. Je voulais lui faire goûter mon ragoût de mouton. Ce sera pour une autre fois, répond l'aîné, annulant ainsi l'invitation. J'effectue une sortie aussi élégante que possible après avoir remercié les sœurs de leur hospitalité. À 9h du matin, le lendemain, le docteur Kilton me téléphone pour m'apprendre que Janet Chitterden est morte d'une crise cardiaque. Une seconde crise cardiaque dans la même famille à quelques jours d'intervalle. Voilà qui est un peu surprenant, non? La suite de cette intéressante histoire d'ici quelques instants. Je crois avoir mal entendu et j'insiste auprès du docteur. Crise cardiaque? Vous en êtes bien sûr? Naturellement, me répond-il d'un ton quelque peu pincé. Je les soignais toutes les deux, Elisa et elle, depuis des années. Et depuis 2 ans, je leur prescrivais de la digitaline et je leur avais demandé de réduire leurs activités et de surveiller leur régime. Non, je pense que, trop fatigué, le cœur de Jeannette s'est tout simplement arrêté de battre. Je suis peut-être le chef de la police dans une petite ville, mais je ne suis pas un imbécile. Que 2 personnes de la même famille décèdent à quelques semaines d'intervalle de la même maladie, surtout si elle est héréditaire, soit. Mais quand les autres membres de la famille héritent, grâce à leur mort, d'un gros paquet de millions, leur cas mérite malgré tout d'être examiné de près, de très près. Et c'est ce que je décide de faire. Je ne sais pas très bien ce que je cherche à prouver. Il est de notoriété publique que les 4 sœurs vivaient sur un pied d'égalité et qu'ayant largement dépassé leur majorité, elles étaient libres de disposer de leurs biens à leur guise. Quel aurait pu être le mobile des 2 survivantes? Il m'est difficile de soupçonner de sinistres agissements. Kate, qui aime tant les fleurs, ou Sarah, la boulangère cuisinière émérite. En conséquence, j'assiste aux obsèques, présente mes condoléances aux 2 sœurs, et j'en demeure là. Durant les mois qui suivent, je passe toutes mes soirées du jeudi chez les Chitterden, savourant les repas de gourmets préparés par Sarah, les expositions florales de Kate et les parties de cartes à 3. Parfois, Kate s'assoit au piano et nous chantons en chœur. Comme nous n'avons ni la radio ni la télévision, c'est bien agréable. Un soir que nous prenons le café en dégustant des pâtisseries, je pose la question: quand partez-vous pour l'Europe, mesdemoiselles? Elles se regardent confuses. Bientôt, je l'espère, chef, répond Kate. Il n'est pas facile de plonger d'un seul coup dans une atmosphère différente, si longtemps que vous ayez pu en rêver. Sarah hoche la tête.
Il y a tant de détails à prévoir, tant de démarches à accomplir. Nous devons obtenir des passeports, acheter des vêtements, assurer l'entretien de la maison durant notre absence. Nous ne connaissons aucune langue étrangère et nous devrons nous fier à tant d'inconnus. Kate m'a parlé de vos mises en garde. J'imagine que les gens riches peuvent avoir des problèmes. J'acquiesce. Chère demoiselle, les gens n'ont pas à savoir que vous êtes riche. Il vous suffira de voyager comme le commun des mortels. Je doute fort que quiconque connaisse votre nom en dehors de la Californie. Vous ne risquez pas d'ennui. Sarah paraît plongée dans l'extase. Mais bien sûr, Kate, il a raison. Nous pouvons voyager, nous le pouvons réellement. Et nous le ferons, dit Kate. C'est dans cet état d'euphorie que je les quitte. À 1h du matin, le docteur Kilton m'appelle au téléphone. Sarah et Kate ont été prises de convulsions, chef. L'une des servantes m'a téléphoné. Il y a une demi-heure, je les ai fait transporter à l'hôpital pour leur faire subir un lavage d'estomac. Elles semblent présenter des symptômes d'empoisonnement accidentel, j'en suis convaincu. Elles auront pris des champignons vénéneux pour des espèces comestibles, je suppose. Je me précipite immédiatement jusqu'à notre petit hôpital. 3 longues heures s'écoulent. Sarah ne peut pas être sauvée, mais Kate va s'en tirer. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, me dit le docteur dans son fumoir. Je voudrais bien disposer d'un laboratoire lorsque se présentent de tels cas. Je dois moi-même envoyer mes prélèvements présumés cancéreux à 80 km d'ici, vous rendez-vous compte? Je peux soigner les blessures, les fractures, m'occuper des naissances, des crises d'appendicite, faire des vaccinations et des piqûres, mais tout ce qui sort de la médecine courante... Je m'en charge, docteur, dis-je en lui tapant sur l'épaule. Confiez-moi ces prélèvements, je les porterai en ville. Je suis obligé de séjourner 2 jours dans la ville en question, ce qui ne me dérange d'ailleurs pas. Cela me donne l'occasion de déambuler et de remercier le ciel de ne pas avoir à me préoccuper des problèmes de circulation d'une grande ville. Je fais un saut au poste de police centrale où je suis reçu fort civilement. Et je découvre ainsi que je peux obtenir gratuitement l'analyse des prélèvements stomacaux opérés sur Sarah et Kate au lieu de payer $50 au laboratoire privé. Enfin, on me remet le résultat de l'analyse, je rentre chez moi et je montre le document au docteur Kilton. Croyez-vous que je me sois trompé sur le cas d'Elisa et de Janet? Me demande-t-il. Le malheureux paraît tellement troublé que je lui réponds « Votre erreur serait tout à fait compréhensible, docteur. Pour ma part, je ne peux pas croire qu'une des filles Chitterden soit capable de commettre un crime. D'ailleurs, quel mobile aurait-elle? Au pire, il s'agit d'un accident. » J'ajoute, après avoir réfléchi quelques minutes, « Je dois savoir qui héritera de l'argent Chitterden quand toutes les filles auront disparu. » Quittant en trombe la maison du docteur, je me précipite chez le vieux notaire de la famille. Maître London se montre d'abord quelque peu réticent à me livrer les secrets de la famille. Il se laisse convaincre lorsque je lui explique qu'il y a déjà eu 3 morts et que la 4e victime a frôlé la tombe de près. « Vous me promettez de garder ces informations pour vous ?» me demande-t-il. « Si elles sont à l'origine d'un meurtre, je ne le pourrai pas, maître, évidemment. Mais s'il n'en est rien, je vous le promets. » Au bout d'1 heure d'entretien, je sais comment le vieux Chitterden a disposé de sa fortune. Avec cela et l'analyse du laboratoire, je détiens désormais le mot de l'énigme. Miss Kate est assise sur le banc en ciment lorsque je remonte l'allée qui conduit à la maison. Elle ne m'appelle pas, mais je vais néanmoins m'asseoir auprès d'elle. Je sais exactement ce qui s'est passé, Miss Kate, lui dis-je doucement. Janet et Sarah sont mortes successivement après avoir absorbé une forte décoction de feuilles de laurier rose. C'est un poison qui provoque les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque. C'est pourquoi le traitement correct n'est pratiquement jamais appliqué et la mort s'ensuit. Elle ne répond pas. Je sais de même que vos sœurs ne partageaient pas également la succession.
L'aîné avait toujours la haute main sur l'héritage, transmettant ensuite cette prérogative à la suivante, par rang d'âge. J'avais tellement espéré tromper tout le monde en absorbant moi-même une faible dose, me dit-elle en me saisissant la main. Chef, savez-vous à quoi ressemble la vie que je mène depuis 47 ans? J'avais pensé qu'après la disparition d'Elisa et de Janet, je pourrais enfin vivre ma vie. Et puis, Sarah ne voulait plus partir. Et même si elle l'avait voulu, qui éprouve le désir de voyager en compagnie de sa sœur? Elle se cache le visage dans les mains, mais la suite de ses paroles demeure audible. Je voulais tellement connaître l'amour, aimer et être aimé d'un homme. Je voulais voir le reste du monde. Shitterdon n'en est ni le commencement ni la fin, n'est-ce pas? Là-dessus, elle relève la tête et me regarde intensément. Maître London et le docteur se sont aisément laissés convaincre que la mort de Miss Sarah avait été accidentelle. Ils retournèrent à leurs occupations en toute sérénité. Pour ma part, si j'éprouve parfois, je l'avoue, quelque nervosité à l'idée d'avoir épousé une empoisonneuse, je pense aussi que tant que je parviendrai à la rendre heureuse, je n'aurai rien à craindre. Nous allons sans doute d'abord voyager. Et puis, si un jour je ne me sens plus trop en sécurité, qui sait, je pourrais peut-être, moi aussi, me lancer dans le jardinage. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, pure courtoisie de Sonora Morrow.